Je m'appelle Julien Caillet, j'habite à Bulson, j'ai une exploitation de polyculture élevage sur le site de Bulson. J'ai 150 vaches laitières avec un quota à peu près de 1 300 000 litres de lait. On exploite à peu près 380 hectares sur plusieurs communes, les communes aux alentours, sur à peu près 10 km autour de la ferme. Tout ce qui est régras est consommé par les vaches laitières et jeunes bêtes, le trèfle, les betteraves, quelques hectares de métail aussi. Et sinon tout le reste, tout ce qui est blé, orge d'hiver et maïs grain sont plutôt vendus à côté. Les 3 dernières années, on a été impacté pour tout ce qui est changement climatique, surtout les 2 dernières années au niveau de la sécheresse. Parce qu'on exploite des terres sur Maisoncelles, une commune à côté, qui sont fort argileuses. L'argile, en fin de compte, quand c'est sec, il n'y a pas grand chose, mais quand c'est trop humide, comme cette année, il n'y a rien non plus, en fin de compte. Ça pourrit, mais quand c'est sec, c'est pareil. Donc des terres très difficiles à travailler, on ne peut pas y aller par tous les temps, et donc le rendement est beaucoup moindre quand il y a les fortes. Tous les excès en fin de compte sont mauvais pour ces terres-là. Et sinon on exploite aussi des terres sur la commune de Chemery, donc en prairie, qui sont en pâture et en terre. Et bon ben là, cette année, admettons, le maïs a été complètement inondé au 14 juillet. Donc il était les pieds dans l'eau, bon ben une rafale de vent et tout a été par terre. Donc sur les 15 hectares, toute la terre a pratiquement été impactée, il ne reste que 2-3 hectares debout. Et pour tout ce qui est pâture à côté, ben, c'est pareil, quand c'est inondé, on ne peut pas ramasser le foin a été perdu. Voilà quoi. Puis s'il y avait eu des bêtes, on aurait été obligé de les remonter plutôt sur Bulson ou de les rechanger de parcelle. Et à chaque fois, c'est toujours économiquement moins rentable, quoi. Rentrer les bêtes, bon, on a assez de parcelles pour les remettre ailleurs, mais les déplacer, oui. Les 5 dernières, ben, je ne vais pas dire que ça arrive pratiquement tous les ans, mais oui, sur les 5 dernières années, c'est très fréquent, quoi. Donc nous, on exploite une vingtaine d'hectares de prairies, mélange prairies temporaires et maïs en silage dans le secteur de la vallée de la Barre. Donc on est fort impacté dans ces parcelles-là, puisque bon ben là cette année encore au 14 juillet la barre était sortie, donc le maïs était dans l'eau, les pâtures étaient dans l'eau, ceux qui avaient des bêtes étaient obligés de les rentrer, soit de les rentrer, soit de les emmener ailleurs dans des autres parcelles qui auraient pu spécialement être fauchées mais qui n'ont pas pu faucher. Donc c'est quand même un impact fort économique pour tout notre secteur, et surtout toutes ces parcelles-là sont spécialement en herbe, quoi. Et il y a beaucoup de bêtes. Nous, sur notre ferme, on a environ 20 hectares qui sont impactés. Pour tous ces changements-là climatiques, on a essayé de s'adapter, donc c'est pour ça que je vous ai cité là seulement, qu'on a environ une vingtaine d'hectares de luzerne. Cette année, on a battu 12-13 hectares de métail, des métails qui étaient prévus d'ensiler, mais il a tellement plu au mauvais moment qu'on ne pouvait pas les ensiler, donc on les a battus. On n'a pas fait beaucoup de quintaux. Et on a aussi des betteraves pour les vaches. Et on sème depuis 5-6 ans déjà, bon, en prairie temporaire, soit une terre de trèfle, une terre de régras. Alors avec ces prairies temporaires là, on arrive à faire normalement une bonne valeur dans notre silo d'herbe, mieux qu'en prairie permanente. Seulement on a été déçus cette année, on a fait 10 hectares de seigle qui ont fait beaucoup de volume, mais ils n'ont pas fait de valeur dans le silo. Donc aujourd'hui on se retrouve à avoir pas trop de lait, mais parce que la valeur de l'ensilage n'est pas bonne, quoi, au final. Donc aujourd'hui on ne sait. Moi je serais plutôt pour ne pas changer tout d'un coup et garder quand même une partie en céréales de vente, vu les tarifs
pas spécialement cette année, mais vu les tarifs qu'on nous annonce les prochaines années, bon, les intrants vont être, ça va être dur aussi de les faire pousser parce que les intrants vont être très chers. Mais je pense qu'il ne faut pas changer tout la même année, il faut y aller progressivement. Et il ne faut pas croire que les métailles ne coûtent rien à semer, ça coûte aussi cher qu'un blé, ça coûte aussi cher qu'autre chose, même peut-être des fois plus cher. Et une luzerne, c'est très dur à implanter. Il faut la semer dans des très bonnes conditions. C'est même pour ça cette année, j'ai 10 hectares de luzerne qui sont retournés, que je retourne pour remettre du blé là. Mais je n'ai pas pu ressemer de luzerne cette année. J'ai pas risqué de la ressemer cette année parce que c'était trop frais au final. Donc je ne la sèmerai que l'année prochaine. Donc l'année prochaine, je n'aurai que moitié de luzerne sur l'assolement. La luzerne était très difficile à faire pousser. Alors même si c'est une plante assez rustique, et qui ne demande pas d'azote pour ainsi dire, qui pousse dans pratiquement toutes les terres si on veut. Mais aujourd'hui, si vous avez beaucoup à récolter, que vous récoltez 4 tonnes ou que vous récoltez 1 tonne de luzerne, ben, le coût de mécanisation il est toujours là quand même. Il faut faucher partout, il faut faner partout, il faut endainer partout. Et au final, on use autant de carburant pour ne rien ramasser. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait pour toutes ces parcelles-là. Aussi un gros impact économique sur notre exploitation, surtout l'année dernière et l'année d'avant, donc en année sécheresse si on veut, parce que mes 150 vaches laitières sont en air paillé intégral. Enfin, juste une petite aire raclée, et le restant est en air paillé intégral. Donc il me faut énormément de paille, à peu près environ une dizaine de kilos par vache par jour, hein, de paille toute l'année, puisque j'ai pas beaucoup d'hectares à côté, j'ai 5 hectares, elles vont en pâture sur 5 hectares seulement. Mais une année comme l'année dernière, j'ai dû racheter, en plus de ma paille à moi, j'ai dû racheter environ 40 à 45 camions de paille. Donc c'est un gros coût économique. Même si j'arrive à l'avoir même l'année dernière dans des prix raisonnables, le prix raisonnable reste quand même aux alentours de 80 € la tonne. Donc je vous laisse des camions de 18 tonnes, je vous laisse faire l'addition. C'est bien sûr un surcoût pour l'exploitation, parce que l'année où il y a beaucoup de paille, ben, j'en achète toujours, mais une dizaine de camions. On a un impact économique. L'année dernière, quand on a fait le compte avec le comptable, en fin de compte, il y avait toujours un chiffre qui revenait, nous, de notre exploitation, c'était 30 000 €. Et en fin de compte, ces 30 000 € là de BE qui nous a manqué à la fin, c'est le maïs en silage qu'on a été obligé de donner aux vaches pour pallier à l'herbe qu'il n'y avait pas eu. Parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait sur l'herbe, on a mis beaucoup d'azote sur les temporaires, puisque les raigrats demandent beaucoup d'azote. C'est pour ça qu'on fait aussi des luzernes, parce que ça n'en demande pas. Mais tout l'engrais qu'on a mis a été perdu en fin de compte, même sur les blés, avec la chaleur, tout l'engrais n'a pas réussi, donc il n'y a pas eu de quintot, mais on a eu les intrants quand même. Donc en fin de compte, sur notre bilan, c'est 30 000 € de BE qui manquait, parce que on aurait dû vendre du maïs pour 30 000 € et on n'a pas pu le vendre. Donc aujourd'hui, c'est ce qui manque sur la ferme. Ce chiffre est resté là tout le long de l'année comptable en fin de compte. L'exploitation chez nous, c'est constitué de 175 hectares d'herbe, que d'herbe. Donc tout ça géré en vache laitière, avec une race un peu typique jersiaise, qu'on avait choisi déjà parce que c'était une vache qui valorisait bien l'herbe pâturée et naturelle. Et par le fait, nous ici on se trouve dans la vallée de l'Aisne, donc des zones humides, et par le faible poids de sa taille. Et sa taille limitait les problèmes de surpâturage et de portance. Donc on a essayé d'adapter vraiment la race, le système à notre région, à notre secteur. Ça répond pas trop mal, ça répond assez bien. Suite aux 3 dernières années de sécheresse qu'on a subies, 2018, 2019, 2020, les 2 premières se sont assez bien gérées par le biais de la prairie naturelle, la gestion par du pâturage tournant dynamique.
on a su faire face. En revanche, la troisième année 2020, qui a été beaucoup plus sévère, là, tous ces systèmes-là ont touché la fin, il n'y a vraiment plus rien à manger. Et donc, on s'est penché sur la question de l'implantation de haies fourragères. Le choix d'exploitation, le choix de production est en pâturage tournant dynamique. Et c'est pour ça que l'implantation de haies fourragères, d'un point de vue plus technique, va s'implanter sur l'interparcellaire. Donc en fait, c'est vraiment le but, c'est d'implanter les haies entre chaque parcelle pour que les animaux puissent brouter ou par de la découpe, taillage de haies ou quoi que ce soit, puissent le consommer en cas de besoin. Comme c'est des systèmes en clôture électrique, facilement démontables et à remettre dès que le besoin était passé. Partie technique pour récolter ou utiliser la haie fourragère, il y a plusieurs façons. C'est vraiment la première, c'est que les bêtes aillent directement pâturer dedans. Donc là, le seul petit inconvénient à ça, c'est qu'elles peuvent endommager la haie en elle-même. Donc c'est ou par vraiment du fil électrique, ça on étudiera ça en fonction quand ça sera implanté. Après, il y a la partie un peu mécanisée, on dira, donc c'est couper les branches et que les bêtes après se nourrissent au sol tous les jours. Donc là c'est pareil, ça nécessitera un peu de matériel spécifique, je pense, adapté sur un tracteur, sur une mini-pelle. Aujourd'hui on a quelques idées, mais tout ça sera à mettre en place. Malheureusement ça a des coûts, mais on tâchera d'étudier ça. Et après il y a une troisième technique qui serait vraiment de couper et d'alimenter en bâtiment. Bon, celle-là nous plaît moins à nous sur l'exploitation parce que la partie, tout ce qui est vraiment mécanisé, coûte toujours cher. Et le but ce serait vraiment d'arriver à quelque chose qui marche en autonomie, quoi. Donc vraiment si c'est coupé et laissé au sol ou vraiment faire pâturer. Mais après on va étudier tout ça dans les formations futures. La haie fourragère qu'on pourrait implanter donc, à travers sur nos parcelles en interparcellaire. C'est-à-dire que ce serait l'idée de les gérer en même temps que le pâturage tournant dynamique. Donc pour alimenter les animaux, donc pour l'instant dans une première phase, ce serait d'alimenter les jeunes bêtes. De ce qu'on peut savoir aujourd'hui, parce qu'on est assez novice, ce serait vraiment par le fait de ces plantations fourragères, c'est que c'est très riche en protéines et que ça pourrait être un bon complément avec un foin ou une paille telle qu'elle soit pour pouvoir faire face justement aux grosses périodes de sécheresse. On s'est rendu compte, suivant les différentes essences qu'on peut planter en haie fourragère, ça peut être multifonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut donc entre autres nourrir les animaux. Ça peut aussi, suivant certaines plantes, aider pour la gestion du parasitisme. Alors on est bien d'accord, c'est pas sur du curatif, mais sur du préventif pour aujourd'hui, pour les années futures, qu'on nous demande de baisser la pression des produits antiparasitaires ou antibiotiques. Ça peut être un bon début de compromis. Sur la partie vache laitière, donc là on va récupérer un peu de surface du côté familial. Et donc là il y a un peu de culture de vente. Et en fait, les terres vont être retravaillées un peu différemment. C'est qu'on va implanter plusieurs sortes de plantes avec différents stades de récolte sur la campagne pour justement, en cas de problème climatique, pas tout miser sur une seule chose. En parallèle avec tout ça, notre exploitation est rentrée dans les dispositifs CAP 2R niveau 2, HVE niveau 3. Donc je pense que c'est un bon... Tout ça, c'est un bon package. C'est de la cohérence sur les systèmes, on peut l'adapter à beaucoup de choses. Et c'est aussi une preuve nous, agriculteurs, on peut s'adapter. Là aujourd'hui, il faut faire de la prévention, il faut anticiper. Et quand on écoute aujourd'hui, on entend et on voit ce qui se passe au niveau climatique, il va falloir vraiment anticiper tout ce genre de choses. Et il va falloir des réactions rapides, je pense, parce que toutes ces différentes choses qu'on peut voir mettre en place, c'est long, c'est technique et il faut vraiment s'y préparer. Stéphane Brodeur, je suis sur une exploitation de grande culture, 230 hectares, il y a 2 sites, un ici à Odilcourt, un sur Ville-sur-Retourne. Il y a aussi 2 entités, la SEA Les Rosiers et la SARL Robineau. Je pratique depuis 1 an l'agriculture biologique sur l'ensemble de la ferme. Ça fait à peu près depuis 2012-2013 que j'ai commencé un peu les conversions. J'ai donc augmenté la diversification de mon assolement, introduit des nouvelles cultures comme ici le chanvre,
le triticale, le petit épeautre, le tournesol, du colza bio cette année. Donc bon, il y a beaucoup de céréales différentes aussi. La ferme est passée aussi en biodynamie depuis 1 an. Je suis en attente de la certification Déméter. Mon but depuis quand même pas mal d'années, c'est d'essayer de maximiser l'agronomie, les connaissances qu'on peut avoir et améliorer la résilience de nos fermes. Donc c'est passé depuis des années par les engrais verts qui se sont complexifiés. Il y en a un au fond derrière moi qui est multi-espèces. Je mélange 8-9 espèces, dont pas mal de légumineuses pour capter l'azote de l'air, faire de la biomasse, capter aussi donc du dioxyde de carbone, l'inclure dans le sol. Et toute cette réflexion continue régulièrement. Quand je suis passé à l'agriculture biologique, je me suis dit qu'il fallait aussi équilibrer mon milieu. Et une formation à la Chambre d'agriculture des Ardennes qui parlait d'agroforesterie m'a permis de me former en agroforesterie et de commencer à planter des arbres qu'on voit ici. Donc ces arbres, ils sont là donc pour la biodiversité, la lutte intégrée. Ils sont là aussi pour capter le dioxyde de carbone, 2,5 tonnes par hectare et par an, ce qui pourrait faire beaucoup de bien au climat. Ils sont là aussi pour produire de la matière organique. On sait qu'on va manquer de plus en plus de toute façon d'azote qui est de plus en plus cher. La matière organique, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc eux, ils produisent de la matière organique. Ils sont capables aussi d'aller chercher des éléments au fond du sol et puis de les ramener en surface. On sait que l'acide phosphorique, la potasse, ça va être des choses difficiles à avoir aussi. Donc c'est quand même des arbres qui vont pouvoir aller chercher ce qui traîne un peu en profondeur et les remonter. Bon, il y a des techniques de plantation qui permettent de faire ça plus facilement que dans une forêt. Comme j'ai planté 9 espèces différentes, j'ai l'ensemble des auxiliaires, des prédateurs des grandes cultures. Donc si par exemple il y a des altises, il y a le prédateur des altises qui est là dans les haies ou dans les arbres. Ensuite je me suis lancé dans l'agroforesterie pour capter le carbone de l'air, améliorer le problème du réchauffement climatique, faire de la biomasse, donc faire de la matière organique. Ça fait aussi un microclimat, ça va permettre aussi de réguler un peu le climat au niveau de la parcelle. Parce qu'en même temps que je plante des arbres, je plante aussi des haies. Donc les haies aussi, on peut imaginer des haies tout autour du champ qui font des brisements et puis dedans mettre des alignements d'arbres qui pourraient être des fruitiers aussi pour pouvoir nourrir, qui peuvent aussi permettre de nourrir le champ d'une manière toujours, comme j'ai déjà dit, par la matière organique. Et le paysage est un peu plus beau. Ensuite, c'est quand même ici des plantations qui sont parties pour être du bois d'œuvre, théoriquement. Donc au bout de 40 ans, 60 ans, on devrait récolter des arbres pour faire du bois d'œuvre. Après, si on ne fait pas de bois d'œuvre dans 40-60 ans, parce qu'on se dit c'est bien, les arbres ils protègent le sol, peut-être qu'on ne les coupera pas. C'est les arbres qui protègent les plantes qui poussent en dessous, par leur ombrage, le microclimat, le fait de garder l'eau par les racines, parce qu'un arbre c'est quand même l'eau, quand il pleut, ça pénètre très bien, mais c'est aussi capable de faire remonter de l'eau. Ce sont des projets qui ont été financés par différentes instances, je vais dire. Donc il y a eu la région Champagne-Ardenne, où ce projet-là a été financé à 70% par la région Champagne-Ardenne. J'ai eu après des projets financés par l'intermédiaire des éoliennes, donc c'est Engie qui m'a financé à 100% avec une indemnité pendant 10 ans. Et ça, c'est ce que je veux mettre en avant. Ensuite, Seine-Normandie m'a financé aussi des projets qui sont un peu plus loin là derrière, on voit les plus petits à 80%. Parce que je suis autour d'un point de captage d'eau. Ils ont même été un peu plus loin que le point de captage d'eau. On a fait une étude de bilan carbone par rapport aux méthodes que je pratique, c'est-à-dire essayer de diminuer le labour le maximum, faire du semis simplifié, du semis direct quand je peux, ensuite implantation des engrais verts systématiques dès que le sol est nu, un peu comme ici où on voit toutes sortes d'espèces, des protéagineux, des oléagineuses, des graminées,
Donc tout ça, ça contribue à stocker du carbone dans le sol. L'agroforesterie contribue à stocker du carbone dans le sol. Et finalement, une ferme de 230 hectares avec 40-50 hectares en agroforesterie à l'heure actuelle, plus 4-5 km de haies que j'ai replantées, on arrive à un bilan carbone qui est tout à fait positif, où je capte plus de carbone que j'en émets. C'est donc vers cette voie qu'il faut conduire l'agriculture et l'aider à aller vers cette voie. Donc, je suis Thomas Lenoble, producteur de pommes à Tourteron. Donc, c'est un petit village situé à 20 minutes de Charleville, de Vouziers et de Rethel, au cœur des Ardennes. Donc, nous exploitons aujourd'hui environ 55 hectares de vergers, avec une grosse partie en conventionnel, 50 hectares en conventionnel certifié verger éco-responsable, et puis certifié également HVE de niveau 3, et 5 hectares en production biologique. Donc nous cultivons une vingtaine de variétés de pommes et puis 3 variétés de poires. Aujourd'hui, cela représente environ 2000 tonnes de fruits produits qui vont être commercialisés presque toute l'année, on va dire du 1er septembre au 15 juin, principalement en direction des GMS de la région, des centrales d'achat et aussi toute la restauration collective par l'intermédiaire des grossistes. En 10 ans, on a quand même vu une évolution du climat de façon assez importante, quoi. Donc on va dire que dès les années 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, on a connu des épisodes de sécheresse très importants et qui ont commencé à nous poser de gros soucis, principalement dans nos jeunes plantations. Nos vieux vergers, grâce à leur système racinaire profond, ont réussi, malgré ces années de sécheresse, on va dire, à passer le cap, et donc quand même à nous offrir une production moindre mais quand même conséquente. Mais toutes nos nouvelles parcelles, comme peut l'être celle derrière moi, ça a été très compliqué, quoi. C'était des arbres qui ne poussaient pas, des fruits hors calibre commercialisables, et puis ça devenait récurrent et donc de plus en plus compliqué, quoi, parce que quand on estime qu'un arbre doit arriver en pleine production au bout de 4 ou 5 ans et qu'au bout de 4 ou 5 ans vous ne récoltez toujours rien, au vu des investissements qui peuvent être faits, là vous voyez derrière moi des filets anti-grêle, des structures palissées, et puis le coût des arbres qui a aussi fortement évolué. On est obligé de produire un minimum pour pouvoir s'en sortir. Donc après ces 2 années de sécheresse, surtout 18 et 19, on a dit voilà, il faut absolument qu'on trouve une solution. On a réfléchi d'abord à faire des petites réserves d'eau en récupérant les eaux de ruisseau, etc. Mais c'est des choses qui sont très compliquées, très réglementées. La loi sur l'eau est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Donc en fait la facilité ou ce qui avait de plus facile, on a fini par se tourner vers des forages. Donc nous avons fait des demandes d'autorisation qui n'ont pas toujours été très simples, parce que comme nous étions, on va dire, les premiers arboriculteurs à faire des forages, il a fallu un petit temps de discussion avec l'administration. Et puis nous avons foré donc en septembre 2020, et puis donc nous avons installé toute la partie réseau, pour laquelle la région nous a très bien aidé à ce niveau-là. Donc la partie forage, la partie réseau et puis la partie goutte à goutte, c'est-à-dire tous les tuyaux de goutte à goutte, toute l'automatisation du goutte à goutte pour que tout ça puisse se mettre en route automatiquement. Et là, concours de circonstances, les aides aléas climatiques de France Agrimaire nous ont aussi bien aidé dans ce projet. Donc voilà, on a irrigué, donc on va dire l'hiver dernier ou début de printemps dernier, une douzaine d'hectares de vergers, avec un forage qui ne donne pourtant que 7,5 mètres cubeurs, ce qui est très peu. On réussit quand même à irriguer cette
douzaine d'hectares. Et puis bon, cette année, on va dire que ça ne nous a pas été très utile au vu de la pluviométrie estivale. Mais voilà, aujourd'hui tous les systèmes sont en place. Toute nouvelle plantation, pour toutes les nouvelles plantations, nous avons l'intention de continuer à installer ce genre de système. À nous aujourd'hui de réfléchir à la façon dont on pourra trouver de l'eau supplémentaire. Cette année, on a été frappé par un autre événement climatique. On prévoit l'irrigation et finalement c'est le gel qui va nous avoir posé de gros soucis au printemps dernier, hein, donc mardi de Pâques, moins 7 degrés. Donc on avait pourtant mis tout en place au niveau, on va dire, de la nutrition foliaire, du renforcement du végétal pour essayer de passer le cap. Bon, on va finalement s'en sortir avec une vingtaine, une trentaine de % de pertes. Mais aujourd'hui, il y a aussi une grosse réflexion autour de la lutte anti-gel. Donc la lutte anti-gel en verger, elle est très simple. Enfin, il y a plusieurs méthodologies. Ce sont soit juste des grandes éoliennes qui permettent de brasser l'air chaud un petit peu au-dessus et la rabattre au sol. Mais ça, c'est uniquement vrai lors de gelées blanches. Mais dès que vous êtes dans des gelées noires où la température supérieure est égale à la température inférieure, mais là, il n'y a plus rien à faire. Et donc la seule solution, c'est l'aspersion anti-gel. Alors la problématique de l'aspersion anti-gel, c'est que là, on est sur des volumes d'eau astronomiques. On parle de 40 mètres cubes à l'heure et à l'hectare. C'est-à-dire que vous apportez juste avant le début des gelées 4 mm par heure et par hectare. Donc sur 50 hectares de verger, 40 mètres cubes heure x 50 hectares, vous allez devoir apporter environ 2000 mètres cubes à l'heure. Sur une nuit de 10 heures, vous êtes à 20 000 mètres cubes par nuit, quoi, pour couvrir la totalité d'un verger comme ça. Si vous entrevoyez de couvrir une dizaine de jours de gel, comme ça a été le cas cette année, comme ça avait été le cas en 2017, vous arrivez à des volumes qui sont de l'ordre de 200 000 mètres cubes pour un verger comme le nôtre. Donc 200 000 mètres cubes, c'est un étang de 5 hectares sur 4 mètres de profondeur, hein. Donc c'est des choses démesurées, enfin, ou c'est des choses en tout cas très importantes. On est en train de réfléchir à voir s'il ne serait pas possible de créer une réserve de cette dimension, de récupérer les eaux du ruisseau du Saint-Lambert, qui est le ruisseau qui passe dans le village pendant l'hiver, hein, parce que voir toute la vallée de l'Aisne inondée pendant 1 mois, 2 mois dans l'année, laisser filer toute cette eau-là et puis pleurer après l'été, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, hein. Mais voilà, aujourd'hui c'est vrai nous sommes confrontés à un changement climatique majeur. On parle de sécheresse, on parle de gel, et on doit s'adapter parce que les investissements à l'hectare de nos productions sont tellement importants qu'en fait des années sans, on ne peut plus se les permettre, quoi. Donc voilà, voilà où on en est, voilà ce à quoi on réfléchit. Parallèlement à ça, en fait, l'idée c'est aussi d'investir dans le solaire, d'abord dans le solaire sur tous nos bâtiments d'exploitation, pour pouvoir permettre en partie le financement de ces projets on va dire de sécurisation du verger. Et puis voilà, quoi. Donc on essaie de s'adapter à toutes ces problématiques. Bonjour, Brice Moura, je suis agriculteur à Badagne-Recouvrance sur une exploitation de 155 hectares. Polyculture, blé, colza, luzerne, pois. Je suis en agriculture de conservation depuis 4 ans avec 2 années assez réussies et 2 années moins, les 2 années dernières qui ont été très secs avec des couverts qui n'ont pas bien marché. Il y a 4 ans, lors d'une réunion organisée par Vivessia, je ne connaissais pas l'agriculture de conservation, j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai tout de suite accroché. C'est vrai que c'était un peu ce que je voulais faire sur l'exploitation, c'est-à-dire déjà couvrir les sols au maximum, limiter un petit peu les phytos, retourner à l'agronomie. Et voilà, la philosophie me plaisait. Après, j'ai tout de suite mis en application, c'est-à-dire que j'ai arrêté de labourer, j'ai vendu la charrue, j'ai acheté un semoir en semi-direct et puis je me suis mis à couvrir les sols un maximum. Des couverts longs, des couverts
court, des plants de campagne comme on peut voir là dans le colza. Et bon, cette année c'est sympa à voir, c'était pas le cas l'année dernière. Et le but étant de capter le CO2, de ramener de l'azote, de faire des plantes qui peuvent être répulsives pour certains insectes. Enfin, plein de choses intéressantes agronomiquement. Alors les avantages, si je parle avantage économique, ça va être de limiter la mécanisation. Ça c'est flagrant, donc j'ai une baisse de presque 50%, je veux dire 40% de ma consommation de GNR et des heures de tracteur, hein, c'est corrélé. Ensuite, une baisse significative des phytos quand même, surtout en insecticides. C'est pas les phytos les plus onéreux, mais en consommation de phytos, insecticides, régulation, là c'est vraiment c'est très net puisqu'il n'y a plus de régulation et il n'y a presque plus d'insecticides. Les postes désherbage et fongicides, ça viendra un peu plus tard. Les autres bénéfices après environnementaux, il y en a plein, hein. C'est capter le CO2, là on en parle de plus en plus avec les crédits carbone. Et puis l'érosion des sols, ça c'est flagrant. La portance des sols, ils sont très nombreux les avantages environnementaux. Forcément, quand on ne travaille pas les sols, surtout les semis d'été, on garde l'humidité. L'été, on garde un sol aussi plus frais. Hein, parce que c'est les sols qui prennent le soleil avec des températures à l'été plus de 35 degrés, c'est pas très bon pour les sols. Donc ça garde l'humidité, ça garde la fraîcheur aussi. Et ça, c'est très important pour les sols. Hein. Bonjour à tous, Arnaud et Catherine Faucheron. Donc vous êtes ici au GAEC du Moulineau à Le Mondieu, dans les Ardennes. Nous sommes, malgré notre âge, nous sommes tous les deux jeunes installés. Moi ça fait 5 ans et Catherine ça fait 2 ans. Depuis 5 ans, il y a eu beaucoup de changements sur l'exploitation. Nous avons arrêté le troupeau de vaches allaitantes et nous avons augmenté le troupeau de Primostein qui est derrière nous. À peu près 120 vaches laitières trayantes tous les jours avec 2 robots de traite de Laval. Au niveau des surfaces, nous sommes à 188 hectares en SAU, à peu près une centaine d'hectares de prairies et donc la différence en terres labourables. Au niveau des cultures, nous sommes en majorité sur du maïs en silage. Il y a à peu près une quarantaine d'hectares de maïs en silage, à peu près 10 à 15 hectares de maïs grain pour faire tampon les mauvaises années. Et le restant, c'est en blé et quelques hectares d'escourgeons. Nous sommes sur une production moyenne de 9500 à 10 000 par vache. Et on a une production annuelle autour de 1,2 million de litres de lait. Dans la démarche, c'était voir s'il n'y avait pas des améliorations sur cette partie-là, et notamment ça va en concurrence directement avec les à-coups climatiques qu'on peut avoir d'une année sur l'autre. Des années où on aura une grosse production de fourrage, une année production un peu plus faible, et les années où on a une production un peu plus faible, il faut quand même avoir notre quantité de fourrage pour nourrir les animaux qui sont sur l'exploitation. Le but c'était, grâce à 2 partenaires qu'on a pu rencontrer, c'était Terre Avenir et le CER, c'est travailler sur l'exploitation, sur notre système pour le rendre plus résilient et qui puisse aussi faire face à tous les actes climatiques qu'on peut avoir aujourd'hui, que ça soit trop humide ou trop sec, trop chaud. Donc grâce à du travail de groupe, on a pu arriver sur des visites de ferme et aussi pouvoir arriver. On a été accompagnés, on a en fait appris que notre ferme était HVE sans le savoir. On rentrait dans la terre de l'HVE 3 grâce à un système finalement de vaches laitières dans les Ardennes. On nous demande quand même beaucoup de choses. Beaucoup de papiers qu'on a forcément valorisés, comme les plans d'épandage, comme le Dexel, comme l'enregistrement parcellaire de nos cultures et de nos traitements. Et tous ces critères-là vont rentrer dans l'HVE, nous sont demandés et ils seront
un peu valorisé par la HVE en fait, sans finalement modification. Après, nous, on a d'autres démarches sur la ferme. On aimerait aussi être certifié ISO 14001. On est rentré aussi dans un groupe de travail. On a une démarche de créer un GI2E. Et le thème, c'est comment produire nos fourrages, à quel coût, et faire face en même temps à tous les aléas climatiques. Donc on est en plein travail avec ça. Donc nous on le fait en groupe parce que c'est beaucoup plus facile de le faire à plusieurs et d'être encadré par des animateurs qui connaissent les démarches. Le travail de groupe et les aides nous permet d'avancer sur notre système et de pouvoir le sécuriser à long terme.